Namasté. Namasté. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et comme vous le voyez, je suis en très bonne compagnie. Docteur Bernadette de Gasquet, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Comme au Québec. Comme au Québec. Il y a de la neige à Paris. Il y a de la neige à Paris, on n'y croit pas. Hein? Je l'amène avec moi. C'est très bien. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Bernadette de Gasquet, mais elle a un parcours vraiment phénoménal, fantastique. Donc, je vais juste faire un petit résumé avant qu'on commence. Puis c'est un petit résumé. Donc, d'abord économiste, ensuite professeur de yoga, par la suite maman, médecin, et tu es auteur de plusieurs livres, je pense plus d'une vingtaine de livres également, sur les abdominaux, la maternité, les maux de dos, les seniors également, qui est maintenant un sujet qui t'intéresse énormément. Donc, des problèmes d'abus sexuels. L'abus sexuel. Et le dernier livre que je rends ce matin. Pour vrai, je savais pas, c'est sur le fait que la femme, et dans la maternité en particulier, n'est jamais libre. Et qu'il n'y a pas que les blouses blanches qui sont des brutes. Il y a beaucoup d'influence sur les femmes, tout le temps. Et elles savent jamais vraiment. Elles veulent toujours mieux faire pour elles, pour le bébé. Mais le mieux faire, c'est n'importe quoi, souvent. Et la maman a toujours tort. Je me reconnais tellement là-dedans. Ah mon Dieu, je me rappelle quand je suis devenue maman, j'avais l'impression de jamais rien faire de bien. J'ai lu tous les livres possibles et imaginables. Je pense qu'on est plusieurs mamans. Et puis ça change tout le temps. Oui, c'est ça. Ah, mais il y a 5 ans, c'était comme ça et maintenant c'est différent. Alors que souvent, on a cette sagesse à l'intérieur de soi avec laquelle, tranquillement, on peut se reconnecter pour faire de son mieux pour soi et pour l'enfant aussi. Mais arrêtez de se culpabiliser parce que de toute façon, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Puis en même temps, moi, ce que je trouve, c'est qu'on fait toujours pour le mieux de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire. On peut rien faire de mieux que ce qu'on fait présentement. Donc la culpabilité, c'est tellement une émotion qui est inutile, qui nous empêche d'avancer, qui nous met énormément de pression aussi. Alors moi j'ai 3 enfants, mais la médecine et les modes étaient tellement différentes de l'un à l'autre, mais ils vont bien tous les 3 finalement. Je les aime autant tous les 3. Conclusion, hein? Voilà. Bon. Excellent, donc c'est un excellent livre. Et ce que j'ai envie de te demander, Bernadette, c'est pourquoi le yoga? Parce que tu étais économiste, donc moi j'étais comptable, je le suis toujours en théorie, mais tu étais économiste et le yoga est arrivé à un moment dans ta vie. Oui, alors faut dire que jeune, je détestais la gymnastique. J'étais dispensée de gymnastique parce que je trouvais ça stupide, courir autour de la pièce, faire des... stupide. Bon. Et puis quand je suis arrivée à Paris, parce que je suis provinciale, c'était obligatoire à la fac de faire de la gym, et c'était les années 68. Et là, la prof de gym avait introduit à la fin du cours un peu de yoga. C'était les tout débuts du yoga en Europe, et en France en particulier. Oui. Et là, j'ai dit, ah oui, mais ça, oui, ça m'intéresse. Et parce que c'était pas idiot, quoi. C'était pas juste c'était pas juste le muscle. Voilà. Il y avait un autre aspect. Voilà, et puis un rythme, et puis on pouvait respirer dedans, pas s'étouffer à courir. Quoi. Et donc, je dis, ah oui, là, je me reconnais un peu. Et puis, j'ai commencé à faire du yoga pour moi. Jamais j'aurais pensé l'enseigner, jamais j'aurais pensé devenir médecin non plus. Voilà. Et je travaillais au télécom. Et mes collègues de bureau m'ont dit, tu peux pas nous relaxer un peu entre midi et 2, puisque tu fais du yoga. Je me dis, bon, on va essayer comme ça, entre nous. Ça m'a plu d'enseigner, ça m'a intéressée. Donc je suis formée prof de yoga en plus de mon travail au PTT. Et j'ai commencé à proposer dans l'association sportive des PTT du yoga. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Mais là, vous n'étiez pas encore formé professeur, vous faisiez juste transmettre ce que vous aimiez. Oui, mais si, j'avais fait une école de yoga, mais c'était les débuts, alors c'était pas très... C'est pas comme aujourd'hui, c'était plus rapide, on pouvait faire ça par des stages de vacances, et c'était un peu moins
complet qu'aujourd'hui, mais quand même, si, j'avais eu une formation. Vous avez, voilà. Parfait. Et ça me plaisait d'enseigner. Et puis, à l'occasion de ma deuxième grossesse, je suis tombée sur une équipe médicale qui avait fait beaucoup de travail de type développement personnel, gestalt, cri primal, enfin tout ça, c'était post-68. Et mon médecin me dit, tu sais, à cause de ces ateliers, quand nous, médecins, sages-femmes, on s'est retrouvés à quatre pattes par terre, en slip, en train de pousser des cris de bête comme ça, on a compris des choses. Waouh! Parce que pour un médecin, c'est... Mais madame, détendez-vous. Oui. Détendez-vous, allez, je vous examine. Écartez les jambes encore plus grandes. Mais c'est pourquoi c'est pas un problème, hein. Un problème, madame. Et là, il me dit, nous, on a compris que c'est pas si facile quand on est exposé dans son corps, au regard des autres, d'être bien. Et donc, à cause de ces formations, ben maintenant, on voit les choses autrement, on voit les femmes autrement. Je dis, oh, mais c'est bien sûr. Il faut que tous les gens qui travaillent sur le corps des autres fassent un travail sur leur corps. Absolument. C'est la moindre des choses. Oui, oui. Bon. Et voilà. C'était en 78. Wow. Je prends mon téléphone et je propose ce que je sais faire, c'est-à-dire du yoga, dans les hôpitaux. Pour tout le monde, la standardiste, le directeur, en disant, ça va rejaillir sur le patient. Bon, je n'étais pas connue, le yoga n'était pas connu. Et un jour, je tombe au standard. Une femme se dit, ça doit être une originale, je vais la passer à l'original du service. Et elle me passe à une femme qui était médecin, obstétricienne, psychanalyste, responsable de la préparation à l'accouchement. Et je viens lui faire mon petit topo. Elle me dit, oui, bon, c'est bien votre idée, mais dans 30 ans, on y est encore. Moi, j'ai une urgence. On ne croit plus à l'accouchement sans douleur. Au début, on y croyait beaucoup. Hein. Et en France, les gens venaient se former chez nous. Il y avait un gros investissement. Petit à petit, devenu blabla. On n'avait pas encore la péridurale, on n'avait pas la sophrologie, on n'avait rien contre la douleur. Elle me dit, je crois que dans le yoga, il y aurait quelque chose pour la douleur. Si vous vous installez à côté, je vous envoie des femmes en préparation. Waouh! Moi, j'étais au télécom. J'ai dit, oui, mais d'accord, mais la femme enceinte, je ne connais pas. Il y a peut-être des choses contre... Ah, dans le yoga, on n'a jamais parlé de ça. Maintenant, oui, mais en 78, oui, non. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire avec une femme? Dans le yoga traditionnel, oui. Non. Non, pas du tout. D'ailleurs, le yoga traditionnel est très masculin. Très, très masculin. Ce qui fait qu'il y a des choses... Surtout plus pour des jeunes hommes, en plus. Voilà. Et des morphologies masculines aussi. Oui, absolument. Voilà. Bon, donc, je dis, ben moi, non, je peux pas, c'est trop dangereux, moi, je connais pas. Elle me dit, ben venez, avec les sages-femmes de l'équipe, on va travailler ensemble. Vous nous proposez des choses et nous, on fait le tri. Bon, excellent. Alors, on commence à travailler, les étirements, bascule du bassin, la respiration, tout ça. Tout le monde est content. Et puis les sages-femmes me disent, oui, non, mais pour pousser, vous dites quoi, vous, pour pousser? Pousser. Je ne comprenais pas la question. Parce que mon premier accouchement, en 73, il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait plus de place. Ils m'ont mis au fond du service dans une pièce. Les sages-femmes couraient, venaient écouter le cœur du bébé. Il n'y avait pas encore le monitorage, il n'y avait pas encore la péridurale, il n'y avait pas encore l'échographie, c'était le Moyen-Âge. Et le père était interdit en salle d'accouchement. On savait qu'on serait seul, c'est comme ça, pas de mauvaise surprise, mais il fallait faire, bon voilà, il fallait tenir, Et il se trouve que il y a eu un travail assez long, les sages-femmes venaient écouter, mais elles étaient tellement pressées que c'était même pas la peine pour moi de poser des questions. Je dis, c'est pas le moment, elles peuvent pas, quoi. Bon, j'étais sur le côté, j'étais mieux sur le côté, mais je savais rien, je faisais confiance. Et tout d'un coup, j'ai eu la sensation du bébé entre les jambes, du bassin qui s'écartèle, une autre sensation que juste la douleur des contractions. J'avais même pas de perfusion, rien du tout. J'étais sur un lit.
Et là, j'étais toute seule. Je me dis, il faudrait qu'il y ait quelqu'un là. Donc, le père du bébé n'était pas là, il n'y avait aucun médecin, personne. Ben, les sages-femmes venaient toutes les heures écouter le cœur du bébé. Oui. Elles étaient présentes de corps, mais... Ben, elles étaient trop occupées. Et puis les femmes hurlaient dans les couloirs, partout. Je me dis, ça ne doit pas être encore ça, parce que c'est douloureux, mais ça va. Donc, peut-être que ça sera plus dur tout à l'heure, vu ce que j'entends. Donc, voilà. Et là, il y a un monsieur qui est passé. Et je me souviens, j'ai eu un flash, comme ça, une image. C'était un monsieur en blouse grise, gris foncé. Donc, pas un médecin. Puis je sais pas ce qu'il faisait là, mais je crois la lumière ou la plomberie ou je sais pas quoi. Je lui dis, il faut appeler quelqu'un là parce que il y a quelque chose de différent. La sage-femme arrive, en courant toujours, avec ce qu'on appelle nous un bassin, vous appelez bassine, je crois, au Québec. Ok. Voilà, on met sur le côté, et le bébé est sorti. Wow. Bon. La deuxième, qui travaille avec moi, qui est Marine, ma fille, qui est là, c'était un siège. Okay. Et à l'époque, on n'avait pas d'angoisse, parce que j'avais déjà accouché, donc un siège, personne ne s'angoissait. J'ai eu des radios quand même, j'ai un bon bassin, bon. Donc mon médecin n'est pas inquiet, moi non plus, voilà. Et beaucoup plus rapide l'accouchement. Donc dans cette maternité où j'avais rencontré ces médecins qui se posaient des questions, mais... Donc votre expérience à vous ne vous permettait pas de déterminer, pour la pousser, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai pas à pousser. Mais c'est ça, voilà. Exactement. Et donc là, elle m'installe, parce que c'est un siège, la sage-femme, j'arrive, j'étais très avancée dans la dilatation, mais c'est normal, c'est un deuxième, c'est un siège. Elle sort de la pièce pour aller chercher le médecin. J'étais sur la table. Il y avait une glace devant, un miroir. Parce que c'était comme ça, on se regardait accoucher, il fallait voir le bébé, le périnée, tout ça. J'ai dit la mode à l'époque. Je l'ai vu arriver dans la glace à toute vitesse. Et un siège, c'est un petit paquet, hein, c'est un œuf, quoi. Hein. J'ai vraiment eu peur qu'elle tombe de la table. Wow. Donc, je vous jure que j'ai pas poussé. J'aurais bien voulu retenir, mais c'est pas possible. Oui. La sage-femme est juste arrivée pour l'attraper et me mettre sur le ventre. Donc, quand les sages-femmes me disent « Comment vous faites pour pousser ?» Je dis bah, « Je pousse pas. » Mais il n'y a pas besoin, c'est... Si vous me dites comment on fait pour pas pousser, ça peut m'intéresser, mais... Et là, les sages-femmes ont commencé « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle ne connaît rien, c'est quoi ?» Non, il faut faire des efforts expulsifs. Il faut bloquer, pousser, s'entraîner à ça. C'est très, très, très physique et il faut s'entraîner beaucoup et tout ça. Bon. Et en gros, on m'a dit que j'étais pas normale. Bon. Mais c'est à partir de cette expérience que par la suite, vous avez développé la méthode de Gasquet. Sans pousser. Sans pousser. Voilà. Excellent. Parce que j'ai dit que c'était quand même... que j'étais là. Ok. C'est une anomalie, je suis faite pour accoucher, on m'a dit. Bon, c'est une anomalie. Mais là, vous avez aidé quelques femmes depuis. Voilà, et donc, la bataille entre les sages-femmes et le médecin qui m'avait fait venir, elle me dit, je crois que c'est vous qui avez raison. Si vous installez, je vous envoie des femmes. Ok. Et là, vous avez commencé à enseigner aux femmes. Et petit à petit, je travaillais avec des femmes enceinte, pragmatique. Alors, on va faire cette posture. Allez, on redresse là, etc. Et il y en a une là qui me dit « Ah, c'est extraordinaire, c'est super. » L'autre « Ah, mais non, ça fait mal partout. » Et je me suis rendu compte que les postures de yoga, elles sont très bonnes, mais pas pour tout le monde. Et quand c'est une femme enceinte, il n'y en a pas deux pour qui c'est la bonne posture, la même posture. C'est pas possible. C'est ça. Ni les postures de yoga, ni les positions d'accouchement. Ce n'est pas possible. Donc, que ce soit la même posture pour toutes les femmes, tous les bébés. Donc, chaque femme est différente et votre méthode tient compte de ça, de la différence entre chaque femme. En tout cas, il y a la morphologie de la maman, mais en plus, il y a le bébé. Le positionnement, hein, la grosseur. Voilà. Et donc, tout ça fait que c'est pas du yoga
qu'on transpose comme ça. Il faut faire la posture. C'est qu'est-ce que je vais proposer comme posture par rapport à son besoin. Il y a celle qui est, je commence toujours mes cours. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Ça tire là. Je me rappelle. Ah. Est-ce qu'on peut créer de l'espace? Ben voilà. Ah ben non, moi c'est là. L'autre elle contracte, l'autre elle dort pas. Voilà. Et je pars des besoins. Et on a assez de postures, il y en a des milliers. Il y en aura bien une qui va aller pour ça. Excellent. Et je me sers du yoga. C'est un outil pour la maman et le bébé. Et le jour de l'accouchement aussi, c'est pareil. Ce n'est pas possible qu'il y ait une seule position pour toutes les femmes, tous les bébés. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été en contact avec ces femmes, vous vous êtes rendu compte que chaque femme est différente. Voilà. Et pourquoi vous êtes devenue médecin? Alors, voilà, elles étaient très contentes. Moi aussi, oui. Excitée. Mais les positions qui leur convenaient, les respirations du yoga, hein, et le fait que je dis non, mais il ne faut pas pousser, ça doit pousser tout seul, c'est prévu par le programme physiologique, on ne peut juste pas s'arrêter. Bon. Et en fait, quand elles arrivaient à la maternité, on leur disait juste l'inverse. Juste l'inverse. Position inverse, respiration inverse, pousser, 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 pousser. Et j'avais pas d'argument, c'est juste le ressenti. Je parlais pas le langage médical. Il faut qu'elle expire. Bah oui, oui. Ah mais non, c'est pas ça, expirer, c'est ça. Mais pour les gens, c'est expirer, c'est inspirer, c'est... Et moi, c'est l'inverse. Parce qu'il y a beaucoup de respiration inversée lorsqu'on a des étudiants de yoga. Ben, tout le monde. C'est ça, voilà, exactement. Tout le monde. Oui. Et donc, on commence par expirer en rentrant le ventre, alors que le médecin, ça va pas. Je lui disais, il faut qu'on inspire. Ben oui. Ben non, c'est pas ça que je veux dire. Mais on ne se comprenait pas. J'ai dit, soit je m'arrête là, je reviens au télécom, soit je me donne les moyens de faire les choses comme il faut. Et à cette époque, il n'y avait pas toutes sortes de métiers qu'il y a aujourd'hui, hein, des coachs, des éducateurs sportifs spécialisés, même des ostéopathes qui peuvent faire ça en 3 ans. Bon, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. À l'époque, on était médecin, sage-femme ou physiothérapeute, c'est-à-dire kinésithérapeute en France. Oui. C'est tout. Même ostéopathie, il fallait faire d'abord kiné 6 ans en Angleterre. Donc je regarde et je me dis, j'avais déjà fait 6 ans d'économie. Mais pas par passion. Bon. Et je me dis, si je veux savoir ce qui se passe dans le diaphragme, c'est pas en étant sage-femme, je sais pas. Je sais tout sur l'utérus, le col, le bébé. Si je suis kinésithérapeute, je sais tout sur les muscles, les articulations, mais obstétrique, rien. J'ai pas le choix. Si je veux pouvoir tout faire en sachant de quoi je parle, il faut que je fasse médecine. Aline. Et je suis partie, j'avais 38 ans, 3 enfants. Mon bac, j'ai un français, le bac avant ma fac, était un bac philo, je n'étais pas mathématique. Et donc je commence en me disant, on verra bien, si c'est trop loin, je laisse tomber. Bon. Et puis, il y a un concours en médecine, en première année, chez nous. Et je suis passée, mais je suis passée du premier coup. Bon. Excellent. Donc il faut continuer. Et qu'est-ce que ça vous a appris, la médecine, par rapport au corps ou par rapport à votre expérience du yoga déjà? Alors, en fait, la médecine m'a expliqué ce que j'avais ressenti ou quand on fait ça, il se passe quoi? J'avais l'explication théorique. Avec les mots que les médecins utilisaient, que le domaine médical utilisait. Mais j'ai pas appris en médecine. C'est ça, hein? Enfin, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai oubliées très vite. Mais c'était pour être capable d'expliquer les concepts qui avaient été vécus. Et c'est pour ça que aujourd'hui, mes formations, qui s'adressent beaucoup aux sages-femmes, aux professionnels de santé chez nous, aux médecins aussi, je dis, on va pas faire comme d'habitude, comme à la fac, où on a tous les PowerPoint, le tableau, le machin, les dessins et tout, l'anatomie avec des dessins, avec des... et tout le monde gratte. On va aller voir, quand on est
à quatre pattes, quand on est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et quand je veux que mon diaphragme monte et descende, ça fait quoi dans mon corps? Et c'est la caractéristique de mes formations. Excellent. C'est que très toutes les salles, très concret. On part de la sensation et on fait la théorie après. Excellent. Parce que moi, si j'avais commencé par être médecin ou sage-femme, si j'avais commencé, si par hasard, il y avait eu quelqu'un qui m'ait coaché, maintenant allez, tu pousses. Je l'aurais fait, hein. Oui, c'est ça. Et je ne me serais pas posé de questions. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes parti du corps pour découvrir quelque chose, pour expliquer par la suite. C'est ce qu'on encourage nos étudiants de yoga à faire, c'est ce qu'on encourage les professeurs de yoga à faire. Dans ton corps, comment tu le sens, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Voilà. C'est ça qui est la source de la connaissance. Mais je dois dire que le fait de travailler avec les femmes enceintes, ça a été essentiel. Oui. Parce que quand on a mal nulle part, qu'on est jeune, qu'on est souple, beaucoup de gens qui font du yoga sont là, c'est tout. Oui. On fait des choses qui sont peut-être pas très bonnes, mais ça fait du bien quand même. C'est ça. Et on croit que c'est bien. On pense entre autres le chien et le chat. Oui. Donc, parce que dans votre livre, le yoga sans dégâts, c'est une des choses moi que j'ai apprise, que j'ai pu mettre la théorie sur ce que j'avais découvert au fil des années de pratique. Donc, on a tendance, lorsqu'on creuse le dos, à creuser au niveau des vertèbres lombaires. Et alors qu'on ne veut pas creuser au niveau des vertèbres lombaires parce qu'on a déjà beaucoup de mobilité. Là et là. C'est ça, ben oui, et les deux, là, les cervicales aussi. Alors qu'on veut plutôt développer la mobilité tout le long de la colonne vertébrale et un peu plus au niveau du thorax parce que ça va un peu moins dans ce sens-là habituellement. Parce qu'on fait le contraire, de pouvoir développer la mobilité. Voilà. S'il n'y a que deux charnières qui bougent, le reste ne bouge plus. C'est ça. Oui. Et le chat, c'est tout le corps qui s'étire. Voilà. Il n'y a aucun chat qui est cambré. C'est ça. Jamais. Non. Il cambre pas. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, que vous expliquiez ces choses-là, mais ça part de la pratique que vous aviez pour l'expliquer par la suite. Puis dans vos livres, on part de l'anatomie plutôt on part de la pratique pour expliquer l'anatomie et grandir à l'intérieur de notre pratique pour découvrir des zones, ce que moi j'appelle des zones d'ombre. Des zones où on n'a jamais senti les muscles s'étirer, on n'a pas senti les muscles se renforcer. Puis la pratique que vous avez eue avec les femmes enceintes a pu énormément vous aider à découvrir cet aspect. Cette nuance de la posture juste. Parce qu'avec une femme enceinte, l'erreur ne pardonne pas. C'est ça. Au sens où elle aura tout de suite une sensation, soit une douleur, soit une contraction, soit c'est un sciatique, soit c'est un reflux, soit elle lève la tête, bon, le ventre il pointe. Rien ne pardonne. Mais au sens où, voilà, on va le voir tout de suite, c'est pas dangereux pour autant, mais tandis que nous on fait n'importe quoi, tant qu'on n'a pas mal, on se rend pas compte. Et même là, même lorsqu'on a mal, est-ce qu'on écoute toujours les signaux? On pense que c'est bien d'avoir. C'est ça. Et souvent je dis, dans la grossesse et l'accouchement, c'est extrêmement mécanique. Alors chez nous, on est un peu dichotomique, hein, c'est-à-dire que si on est dans le spirituel, on n'est pas dans la mécanique, on est au-dessus de ça, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. C'est ça, voilà. Et puis, donc il y a un peu comme ça les gens qui sont dans le mental, le spirituel, puis il y a ceux qui sont dans les autres. La mécanique. Hein. Et même dans le monde du yoga, on a beaucoup ça. Je sais, oui. Voilà. Bon, alors souvent je dis, ben la mécanique, ça ne pardonne pas. Alors l'exemple que je donne tout le temps, allez-y. Et surtout quand je fais des petits topos avec des médecins, je dis voilà, l'accroupi, ça devrait être ça. Talon au sol, pied parallèle. Bon. Si je peux pas, et si je fais comme ça, imaginez-vous sur des skis. Il fait beau, je suis en vacances, tout va bien dans ma tête, hein, mais ça ne ira pas bien longtemps comme ça, sur des skis. C'est sûr. Et le bas du dos, le sacro-iliaque. Voilà. Mais sur des skis, c'est tout de suite. Si c'est comme ça, c'est tout de suite aussi qu'on n'est pas bien. Là, on est par terre et là, on va vite. Voilà, c'est ça. On a beau se dire que c'est dans la tête, désolé, l'accouchement, c'est aussi de la mécanique. Oui. Et
Et c'est le yoga aussi. Voilà. Il faut d'abord que l'énergie puisse circuler, que la respiration puisse se faire, sinon on est dans l'illusion. Et ça, c'est dangereux dans le yoga, l'illusion. Je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis détendue. Le bassin, les positionnements de bassin où il y a un côté plus en avant que l'autre, où on compresse le sacro-iliaque. Et ça, il faut faire attention, parce que... abdominaux. Ouais. Mais juste, je reviens sur le yoga. Le yoga est tendance, plus que tendance, ce qui fait qu'il y a tout et n'importe quoi. Et que c'est dommage, parce que d'ici peu, on est en train de saboter le yoga. D'ici peu, il va y avoir tous les gens qui se sont fait mal. Et on va dire, le yoga, c'est nul. Quels sont les endroits les plus dangereux en yoga? La nuque. La nuque? Avec les cobras? C'est ça. Et souvent, je dis, enfin, le yoga, on part de l'observation de la caractéristique de l'animal. Vous avez déjà vu un cobra comme ça? C'est ça. Bon, ok. Regardez, c'est tout. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette posture? On cherche quoi? Un cobra, ça n'a ni bras ni jambes. Et on peut utiliser la symbolique aussi. Force du dos, mais ça reste comme ça regarde comme ça. C'est ça. Donc, soyons logiques. C'est pas faire une posture pour faire une posture qui ressemble à rien. Donc, moi qui enseigne le yoga sans les bras, et que les gens disent, oui, mais dans mon cours de yoga, c'est pas ce qu'on fait. Moi, je continue à enseigner le yoga sans les bras. Il y a sans dégâts, il y a sans les bras. sans dégâts, sans les bras. Donc, on a la nuque, qui est un endroit où les blessures peuvent être importantes. Mais oui, parce que la tête, c'est hyper lourd. Oui. Et c'est au-dessus, donc voilà. C'est 10 livres, donc environ 4,5 kilos, une tête, si elle est au bon endroit, parce qu'elle devient plus lourde, plus elle avance. Et puis, il y a bien sûr l'autre charnière, les endroits qui bougent le plus. Donc, les lombaires. Alors, selon les gens, c'est plutôt L4, L5 ou plutôt L5, S1. Bon. Mais cette zone est très à risque. Les sacro-iliaques. Parce qu'en yoga, on a quand même des postures qui bougent beaucoup le bassin. Lesquelles, par exemple? Ne serait-ce que de ne pas être assise en tailleur, comme je suis, mais d'être assise comme ça. Là, on est en train de préparer des vrais problèmes de sacro-iliaque. Si on est comme ça, avec un genou dans le vide, la hanche aussi est en train de s'abîmer, on va avoir le bassin qui se tord, le périnée rigide, asymétrique. Donc le tailleur, c'est ça. Il ne faut pas changer la posture, il faut peut-être donner les moyens d'une posture juste, mais ne pas la changer. Puis on peut la soutenir aussi. Voilà. Et il faut équilibrer les deux côtés, il faut évidemment changer de côté, mais il ne faut pas un genou dans le vide, ça s'abîme très très vite les genoux. Les genoux. Les genoux, les hanches. Donc on a beaucoup la colonne vertébrale, donc la nuque, les lombaires, le sacro-iliaque qui est colonne vertébrale, les hanches, les genoux. Voilà. Et tout ce qui est... Alors, hanches, genoux, porteurs. Je pense aux chiens tête en bas, entre autres. Les épaules. Alors, il y a des postures de yoga qui sont... Bon, pénible pour les épaules, je fais exprès de faire mal. Mais dans notre quotidien, il y a énormément de gens qui ont déjà mal aux épaules. Donc, il faudra faire attention. Comment positionner les scapulas lorsqu'on pratique, travailler avec les omoplates, etc. Et puis, donc, la grande fragilité, c'est tout ce qui est devant. C'est ça, on y arrive. Donc, ici devant, c'est la zone de faiblesse, c'est la zone de couture. Il n'y a aucun muscle qui fait le tour comme ça. Donc, au milieu, il y a une zone de faiblesse. Cette zone de faiblesse, elle est particulière chez la femme. Parce qu'il va falloir mettre là l'utérus, qui est asymétrique, qui va à droite. Donc, ça, je ne savais pas. L'utérus, tous les utérus, ils ne peuvent pas aller à gauche. À gauche, la coupole diaphragmatique est plus basse. Il y a le cœur, il y a l'estomac, il n'y a pas de place. D'accord. À droite, la coupole est plus haute. Le foie, ça se comprime facilement. Ça explique des ressentis. Merci beaucoup. Mais quand même, on arrive à mettre 33 cm de hauteur.
quelque chose qui pèse 6-7 kilos, asymétrique dans le corps. Il faut se rééquilibrer avec tout ça. Oui. Hein? Et ça se fait plus ou moins bien. Et c'est là aussi où la morphologie va jouer. Je vais beaucoup au Japon. Et les Japonaises, elles n'ont aucune cambrure, pas de lordose. Tout est plat, hein, la tête, la nuque, tout est plat. Et je leur dis qu'elles ont de la chance parce qu'elles ont un grand buste. Alors elles n'aiment pas parce qu'elles aimeraient avoir des grandes jambes. Parce que c'est plus joli dans la mode actuelle. Donc elles ne sont pas contentes. Je leur dis, mais oui, mais si vous n'êtes pas très grande et que vous avez un petit buste, mais les 33 cm de hauteur utérine, c'est les mêmes que celle qui fait 1,80 m avec un grand buste. Mais le bébé, vous ne le mettez pas dans les jambes, hein, vous le mettez là. Donc il vaut mieux avoir un grand buste quand on est une femme. Et qu'on est une femme pas très grande. Excellent. Donc, ici, autrement, ça va aller là. Et là, après, ça va s'écarter. Si j'ai pas en hauteur, j'écarte. Donc, plus je vais avoir de mal, enfin, moins j'ai de hauteur, de longueur ici, plus ça va s'écarter. Et il y a de plus en plus de diastasis, vous dites, hein, sur l'écran droit, chez les femmes trop sportives. Parce que c'est tellement bétonné comme ça que ça ne peut pas s'allonger, alors ça s'écarte. Ça manque d'étirement. Voilà. Okay. Donc c'est encore la même chose qu'on a en yoga, de trouver l'équilibre entre force et souplesse dans les muscles. Voilà, puis si vous avez une morphologie fermée comme ça, côte serrée, ça va souffrir très très fort pendant la grossesse. Parce que l'utérus, il va écarter les côtes. Puis ça va être très très douloureux par là. Puis par la suite, une fois qu'on a passé la grossesse, qu'on est rendu une femme, 40, 50, ménopause, on a besoin de ramener aussi, de pouvoir... Oui, disons que la première grossesse est un temps à risque, mais les suites de couches, c'est infernal. Parce que la grossesse, on a quand même ça se fait progressif sur 9 mois. On accouche. Comme ça. On se relève, grand vide. Oui, grand vide. On balance tout dans le vide. Tout en avant. Parce que ça part en avant, ça part pas en arrière. On est debout toute la journée, le bébé dans les bras. Et alors, comment je suis allée au Québec, c'est important. J'ai été invitée au premier congrès sur le périnée, une semaine entière sur le plancher pelvien en 98 à Montréal. Un congrès fantastique. Et là, je rencontre une infirmière, cadre infirmière de Granby, Lise Bélanger, qui était toute excitée. Elle me dit, c'est pas possible, c'est vous. Et vous êtes une femme. Et elle m'explique, elle me dit, oui, au Québec, nous, on pousse 3 heures. Parce qu'on est très physio, très nature. Donc, on pousse 3 heures, c'est très nature. Et alors, on fait des gros prolapsus. Il y a plein de femmes qui ont des descentes d'organes après le premier bébé. Et elle avait été aussi victime. Et elle me dit, je cherche depuis des années, comment éviter ça. Éviter que ces femmes, après peut-être un seul ou 2 bébés, il faut enlever l'utérus parce qu'il est descendu. Il n'y a pas de rééducation périnéale, mais de toute façon, ça ne remonte pas les utérus, la rééducation périnéale. Il faut bien être bien clair. Et elle me dit, j'avais lu quelque chose du docteur B. de Gasquet. Je pensais que c'était Bernard de Gasquet. Puis nous, que c'était un homme. Puis nous, au Québec, c'est docteur D-R-E, lorsque c'est une femme. Et en France, c'est D-R. Donc, en France, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. Et là, wow. Et elle me dit, j'étais prête à aller en France rencontrer Bernard de Gasquet. Et j'ai Bernadette. Et là, c'est pas possible. Elle disait, pince-moi. Et elle me dit, vous accepteriez de venir dans ma maternité? Je dis oui, bien sûr, au contraire. Et j'ai commencé à Granby
en 98. Et là, vous êtes venu chaque année au Québec. Voilà. Et l'idée, c'était de dire, il faut arrêter ces poussées qui sont contre nature. Aucun animal, aucune culture traditionnelle n'a fait pousser les femmes comme ça. Mais ça vient d'où, ça? Et ça vient du crunch, c'est la même chose. C'est le même geste. Si on en parlait du crunch, comment renforcer les abdominaux? Parce que souvent, les gens se disent, je veux travailler mes abdominaux et je fais des crunchs. Voilà. J'ai mal au dos, il faut que je travaille mes abdominaux. Donc, j'ai mal au dos, j'ai besoin de renforcer mes abdominaux. J'ai le ventre qui tout va bien. Oui, parfois. De renforcer les abdominaux. Mais le crunch, c'est pas ça. du tout. Hein?